elle dit qu'il y a une demande immense de conseils. Et en fait, aujourd'hui, nous, ce qu'on voit se dessiner dans nos magasins physiques et même quand nos clients s'adressent à nous sur nos différents points de contact, aujourd'hui, ils veulent qu'on les accompagne. Donc en fait, les prochaines étapes, c'est de répondre à des besoins concrets et d'y répondre intelligemment et le plus rapidement possible, parce que je te dis, nos communautés sont très pressantes là-dessus. Elles veulent qu'on leur apporte des solutions et pas dans 5 ans. Ça va être de les prendre en charge le plus individuellement possible dans nos points de vente physiques, mais également online, et d'arriver avec de l'hyper-personnalisation de plus en plus. C'est ce vers quoi se dirige le modèle aujourd'hui, sous pression des communautés. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour l'événement incontournable qu'est le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités de notre écosystème en France, qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players. Ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Depuis juillet 2019, les Digital Doers rassemblent des témoignages uniques et de grande qualité directement accessibles ici même, mais aussi sur les chaînes partenaires. En effet, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour des prestataires de services, du retail et du e-commerce. Le concept est simple, inviter un prospect à venir discuter de votre problématique avec un expert maison dans une conversation tripartite. Vous êtes intéressé? N'hésitez pas à me contacter directement sur le site lesdigitaldoers.com ou via LinkedIn. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, toujours sans coupure. Quel est le rapport entre le concept de do-it-yourself et les cosmétiques? La chose ne semble pas forcément évidente, du moins pour moi, surtout quand la marque en question devient leader de la beauté naturelle. Avant d'y répondre, quelques chiffres sur le secteur de la beauté et des cosmétiques, dont la France est clairement le pays leader dans le monde. Le marché représente plus de 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont 19 sont réalisés à l'export, ce qui permet à notre industrie de revendiquer 15% du marché mondial. Les hommes consomment de plus en plus de produits de beauté, mais les femmes restent surreprésentées avec 67% de la consommation totale. Parmi les acteurs français, une marque est apparue il y a une vingtaine d'années pour proposer une approche innovante de la consommation de produits de cosmétiques et d'hygiène, approche consistant à faire soi-même ses crèmes et ses autres onctions. Cette marque s'appelle Aromazone et j'ai le grand plaisir de recevoir Sabrina Erlori, CEO de la marque, avec mon invité. Nous allons prendre un peu de hauteur pour bien cerner le marché et comprendre comment se structure et s'organise l'offre et la demande. Nous poursuivrons par le chapitre de la proposition de valeur d'Aromazone. Comment cette entreprise d'origine familiale, basée dans le Vaucluse, s'est-elle développée? Comment passe-t-on du do-it-yourself à leader de la beauté et du bien-être naturel? Enfin, nous aborderons le sujet de la relation client où nous parlerons data, CRM, acquisition, fidélisation et réseaux sociaux. Mais avant de commencer, Sabrina, peux-tu te présenter en quelques mots? Bonjour Cyril, merci de me recevoir. Je m'appelle Sabrina, donc j'ai 44 ans, j'ai 2 enfants, des petits jumeaux de 6 ans et demi. Et j'ai un peu par hasard passé toute ma vie en fait dans, je ne sais pas comment on qualifie ce secteur, mais probablement le secteur du bien-être, de la beauté, sur des modèles très atypiques, puisqu'en fait, un peu par hasard, depuis le début, je suis sur des modèles intégrés, moi. Les marques que j'ai servies sont des marques qui possédaient leur distribution, donc aussi bien leur réseau digital que physique, et avaient donc l'accès direct à leurs consommateurs et à leurs data. Ça, c'est très intéressant, tu vas nous en parler plus en détail. Pour être bien certain que je t'ai cerné correctement, tu as plutôt un profil commercial, tu as plutôt fait des études, tu viens pas de Polytechnique? Non, j'ai fait une école de commerce, j'étais à HEC. Je pense que je sais pas trop comment définir mon profil, pour être très honnête. Je pense que au démarrage j'ai un profil plutôt littéraire,
Ensuite, effectivement, je démarre par une fonction commerciale en Amérique latine dans une entreprise très entrepreneuriale qui appartenait à un entrepreneur qui très tôt m'a mise en fait sur un poste que je n'avais pas anticipé, qui était de la couverture de l'Amérique latine. Donc, je commercialisais des produits de cosmétiques pour cette entreprise. Et puis, de façon étonnante, la suite de l'aventure, c'est que j'ai occupé des fonctions marketing, au démarrage marketing opérationnel, ensuite plutôt marketing marque, puis ensuite des fonctions de direction générale, et puis voilà. Donc j'ai un peu fait plein de choses. Tu as fait plein de choses. Quand on regarde ton profil sur LinkedIn, on voit qu'il y a malgré tout 2 grosses expériences qui structurent ton parcours. La première est celle dans le groupe L'Occitane, la deuxième chez Estée Lauder. Ouais. Chez L'Occitane, tu es resté un peu moins de 10 ans. C'est quand même quelque chose qui est significatif dans ton parcours professionnel. Est-ce que tu peux nous raconter globalement ce que tu as appris, ce que tu as fait, bien sûr, ce que tu as appris, bref, les grandes étapes qui ont structuré cette importante expérience professionnelle. D'autant plus que moi j'ai eu la chance d'être dans une étape du développement de l'Occitane qui était des années extraordinaires, puisque j'ai dû rejoindre l'entreprise quand elle faisait autour de 200 millions de chiffre d'affaires, et j'en suis partie, elle faisait 1,2 milliard, elle était cotée en bourse. C'était en quelle année que tu as rejoint ? Je suis rentrée chez l'Occitane en 2007 et je suis rentrée aux États-Unis. À ce moment-là, je vivais à New York, je cherchais un job, je connaissais personne, j'avais un anglais probablement qu'on qualifierait de scolaire. Et la vie a fait que j'ai été recrutée dans cette entreprise sur, à l'époque, le non-core business, puisqu'il y avait encore quelques opérations, quelques activités wholesale, marketing aux États-Unis, là où toute la stratégie de l'Occitane, et tu me demandais ce que j'en ai appris, donc on y arrive, était au contraire sur des réseaux en propre, donc le retail. Donc moi, je suis rentrée par la petite porte parce que j'étais sur un marché qui n'était pas un marché rentable. Et puis, j'étais pas du tout sur le corps métier qui était en vérité la distribution en propre, principalement à ce moment-là le retail, puisque le digital n'existait pas en 2007. Voilà, il y avait rien, très peu. C'était epsilonesque, exactement. Et donc la différence, c'est que en fait, aux US, il y avait un réseau de revendeurs, d'où le wholesale. C'était Sephora, Nordstrom, c'était les revendeurs, les gros revendeurs classiques. Et en fait, il y avait cette volonté de se dire on a besoin de cash, et puis 2, on a besoin de notoriété, donc c'est une capacité, une idée. C'est une stratégie intéressante pour pénétrer un marché. Exactement. Très rapidement, moi, je suis partie en Angleterre, et là, l'Angleterre a été un grand moment pour moi, à plein de niveaux, mais aussi au niveau justement du développement et de la maturité de l'entreprise, puisque c'était un marché qui, pour le coup, était plus mature dans le développement du retail physique. On avait à l'époque un patron qui était une star des réseaux physiques, qui n'avait fait que ça toute sa vie et qui vraiment a, je pense, aidé à structurer l'entreprise, même internationalement, sur l'approche du retail, et puis le développement retail, la productivité retail, le merchandising, etc., physique. Quand tu arrives à Londres, moi je dis Londres, tu l'as pas dit. 2007. 2007. Ouais, début 2008. Donc, tu restes peu de temps pour l'Occitane à New York. Exactement. Et très vite, je pars en Angleterre. Tu pars en Angleterre. Et je rencontre ce patron. Donc là, il y a l'expertise du retail physique. Et puis, très tôt, 2 ans après, il y a quand même des marchés qui sont très en avance par rapport à l'Europe continentale et la France sur le digital, le e-commerce, la data. Ça démarre à ce moment-là. On est au début des années 2010-2011 et moi j'ai un peu la chance d'être au bon endroit au bon moment, c'est-à-dire qu'en amont de phase, on se rend compte qu'il y a Internet, qu'il y a le e-commerce et on est probablement le premier marché à réellement le prendre au sérieux en fait. Et le prendre au sérieux, pourquoi ? Parce que c'est des marchés qui sont chers et c'est des marchés où pour avoir des parts de voix à ce moment-là, on se dit que ça devient des leviers intéressants et les autres marques s'en désintéressent totalement parce qu'au démarrage, le e-commerce n'était pas très chic en beauté, ça tenait pas très envie, donc il n'y avait pas beaucoup d'acteurs qui s'y engouffraient et donc ça nous a permis de faire un peu nos classes avant les autres et puis de se rendre compte de l'importance de la compilation et de l'intelligence de la data en amont de phase. Donc en fait,
paradoxalement, on a été un peu un pionnier. Alors après, quand les très très grosses y sont mis, c'est allé très vite, parce qu'évidemment, c'est d'autres moyens, d'autres échelles, etc. Mais on a été en fait très très tôt exposé au sujet de l'e-commerce et de la data chez l'Occitane, 2010-2011, en Angleterre. Voilà, via le UK, finalement, le UK qui a toujours eu une avance sur le marché. Sur le marché. Même une avance mondiale, parfois plus que les US eux-mêmes, avec cette singularité d'être un marché en Europe, mais sans vraiment y être, une devise différente. Et puis aujourd'hui il y a le Brexit, mais à l'époque, ils étaient encore membres de l'Union européenne. Quel était plus principalement ton rôle là-dessus ? J'ai eu plein de... Au UK, combien de temps tu y restes ? En fait, on va le faire très court parce qu'il y a pas mal de on and off où en fait je rentre en France, je repars au UK, etc. Il y a une relation assez forte qui se noue avec ce patron-là, qui ensuite deviendra le patron de toute la zone occidentale, incluant les États-Unis, qui est un Anglais. Et qui, on peut dire, me forme à proprement parler. J'occupe différentes fonctions, des fonctions de marketing opérationnel jusqu'à des fonctions de direction générale en fait de l'Angleterre. Ce qui est assez marrant puisque une Française prend la tête d'un marché où quand même très avec les Britanniques, même si c'est une marque française, c'était quand même une équipe qui était très 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 locale, très britannique et très internationale, mais aussi très britannique. Et c'est là où j'ai tout appris. Et quand tu me disais si on doit en fait vraiment qualifier les choses que j'ai apprises, donc j'ai appris les réseaux unifiés, j'ai appris la data, le e-commerce en amont de phase, et puis j'ai surtout appris l'obligation pour les plus petits à être extrêmement malin sur la réflexion de comment je capte l'attention, comment je capte une part de voix quand j'ai des moyens économiques qui sont dérisoires par rapport aux gros acteurs. Je ne veux pas te dire de bêtises, je ne connais pas les chiffres exacts, mais pour moi, en Europe, si on considère que l'Angleterre est géographiquement en Europe, ce qui est quand même le cas, c'est le plus gros marché, mais très en amont, très en avance par rapport à la France et l'Allemagne, par exemple. Donc, c'est un marché qui est très, très disputé, sur lequel, en plus, c'est un marché cher, sur lequel il y a beaucoup, beaucoup de moyens financiers qui sont mis en œuvre par les différents compétiteurs. Donc, quand tu es un petit faiseur comme l'Occitane, qu'est-ce qui va faire que tu vas pouvoir exister ? Et j'ai compris, en fait, assez tôt qu'il fallait avoir des choses très edgées dans son modèle pour quand même pouvoir vivre. Alors concrètement, quand on est l'Occitane à l'époque, ça veut dire quoi ? Ça voulait dire deux choses. Ça voulait dire être malin et faire du téléachat. Alors ça, c'est un gros mot pour les Français. Souvent, c'est pas quelque chose qui est vécu comme très premiumisant, mais ça a été très formateur pour moi parce que finalement... Prémisse du live shopping, hein. C'est ce que j'allais te dire. En fait, c'est le début du social commerce, et c'est exactement la même chose que le social commerce. Donc moi, j'ai en fait appris le social commerce. Je l'avais déjà touché du doigt aux États-Unis et je l'ai ensuite très largement expérimenté en Angleterre pendant de nombreuses années, et très tôt, dès 2010, 2011, 2012. Et puis ensuite, il y a cette capacité très maligne à se dire comment j'existe même visuellement et comment je fais du free média, comment je fais du bouche à oreille et comment je fais de la notoriété organique. C'est une forme d'agilité en fait. Et c'était le modèle retail avec ces petits magasins jaunes, orange, je ne sais pas comment on les qualifie, mais voilà, visuellement immédiatement reconnaissables, qui ont essaimé un peu partout dans le monde et qui ont essaimé fortement en Angleterre, puisque à un moment on a eu plus de 80 ou 85 points de vente physiques dans le pays, et ça a fait que les Anglais, entre le téléachat et entre les magasins orange, avaient l'Occitane en ligne de mire, en ligne de mire, et qu'on est devenu une belle marque avec un beau business sur le marché britannique. Donc cette espèce d'obligation de créativité sous contrainte absolue rend agile et intelligent. Bon, c'est une belle expérience qui t'a permis pour la suite de passer chez Estée Lauder. Alors déjà de changer de job chez l'Occitane en devenant DG Europe sur une zone beaucoup plus large, ça qui était basé à Paris. Et puis ensuite effectivement en 2016 de passer ailleurs. Après 9 ans dans la même entreprise, je pense que l'idée était de me dire que j'avais quand même fait le tour de beaucoup des métiers.
Je connaissais la maison de fond en comble et j'avais probablement envie d'autre chose. Et en fait, c'est aussi l'opportunité, c'est comme toujours, c'est des rencontres. À ce moment-là, le groupe Lauder cherche sa DG pour la marque MAC Cosmétiques. Et moi, ce qui m'intéresse au sein de MAC, c'est que dans notre métier, c'était en tout cas à l'époque. On est en quelle année là ? On est en 2016. C'était le référent absolu de ce qu'on appelait une forme de communication qui commençait à être touchée du doigt, qui intéressait tout le monde, que personne n'arrivait vraiment à structurer. Et MAC avait été un précurseur de ça, puisque MAC avait été une marque de bouche à oreille et de cooptation naturelle, donc quasiment d'influence, avant la création du social, avant la création des réseaux sociaux tels qu'on le connaît. Et en fait, ça m'intéressait de comprendre comment, justement, on pouvait rentrer dans ce marketing des communautés, de la cooptation et du bouche à oreille. Et c'est ça qui m'a intéressée. Et c'est la raison véritablement pour laquelle je suis allée chez Estée Lauder. Je pense que pour beaucoup d'autres projets de marque chez Estée Lauder, ça m'aurait moins intéressé, parce qu'Estée Lauder, c'est pas au démarrage un groupe justement de réseau intégré, c'est un groupe de wholesale traditionnel. Et il y avait cette petite anomalie qui était MAC Cosmétiques, qui à la fois possédait son réseau de distribution et en même temps était probablement la plus grosse marque au monde de communauté. Voilà. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience finalement ? C'est quoi l'asset avec lequel tu pars de cette expérience chez MAC Cosmétiques ? Je pense que c'est un des autres points absolus de mon approche du métier. C'est, je vais être un peu provocatrice, mais c'est la paranoïa. Je crois que dans nos métiers, il y a une prime très très forte à se dire... Et je pense que c'est propre au métier du retail. Je l'ai souvent vu dans les gros profils retail. Quand je dis retail, c'est retail physique ou e-commerce. C'est le métier du commerce. Je pense qu'il faut avoir chevillé au cœur et au corps le fait qu'on peut disparaître du jour au lendemain, et que c'est pas parce qu'on franchit des étapes qu'on devient à un moment un incontournable, qu'on est totalement inattaquable. Et je pense que les années MAC ont été très intéressantes, parce que ça a été des années où justement la marque était arrivée à un sommet du genre et a commencé à être très disputée. Et a mis un petit peu de temps à se renouveler. Et je pense que c'est ça que j'en garde. J'en garde l'absolue obligation d'être agile, à l'écoute et velléitaire, systématiquement velléitaire, mieux-disant, créatif, réfléchir toujours à avoir le coup d'après, mais pas pour avoir le coup d'après de façon gratuite. Écouter le marché et être capable d'être en mesure de lui donner en anticipation, ce qui se dessine, et ne jamais se reposer sur ses lauriers. Et c'est pas la taille qui protège, surtout pas dans un monde aujourd'hui. On en parlait en préambule, toi et moi, dans nos petits échanges. Il y a pour beaucoup peu de barrières à l'entrée dans énormément de domaines aujourd'hui. Il y a une prime à la créativité, et donc une prime à ce qu'on pourrait appeler la paranoïa, qui est très très forte, je crois. Merci pour ce petit résumé sur ton parcours. Avant qu'on ne parle du marché, tu vas arriver chez Aromazone en quelle année ? 2021 ? En 2021, ouais. Fin 2021. Fin 2021. Juste dis-nous la raison pour laquelle tu as été séduite par le challenge qui se présentait à toi. Oh, il y a plein de choses. Déjà, tu sais, il faut jamais sous-estimer, je crois, les cycles personnels. Il y a le cycle L'Occitane, il y a le cycle Lauder, et puis il y a l'envie à ce moment-là de revenir, je crois, pour moi. Moi, en fait, je suis un bébé entrepreneur, en fait. Alors, j'ai pas créé ma boîte, mais le L'Occitane dont je te parle, c'est un L'Occitane où j'ai changé de job tous les ans, et où la boîte m'a fait x5 en très très peu de temps. Donc c'était une boîte hautement entrepreneuriale, avec beaucoup d'itérations. Et puis, certes, on se structurait, mais on restait extraordinairement rapide et agile. Et il y avait une prime à l'action, au faire et au défaire quand on se trompait, très forte. Je pense que c'est en fait là-dedans que moi j'ai été biberonnée. Et j'avais envie de retrouver ce rythme-là. Donc j'avais envie de retourner dans une structure agile, rapide, entrepreneuriale, à impact. Ça, c'était le point numéro 1, et ça, c'est mon cycle personnel à moi, en tant qu'individu. Deuxièmement, vers 2019, et pareil, dans mon cycle personnel, et puis après on parlera business,
Dans mon cycle personnel, il y a la rencontre avec le monde associatif. Je suis très très engagée dans l'associatif. Je suis au conseil de pas mal, enfin de 3 assos, au board de 3 assos. Et il y avait cette envie aussi quelque part de continuer à avoir une prise avec évidemment la création de valeur économique, mais avec plus d'impact, plus de le lieu commun, ce serait le sens. Mais voilà, me dire que là où je mettrais en œuvre mon travail serait pour un mieux-être sociétal. En tout cas, moi, ce que je considère comme un mieux-être sociétal. Donc, je cherchais aussi quelque chose qui allait pouvoir me permettre d'illustrer ça concrètement. Et ça ne pouvait pas être n'importe quel business, du coup. Il fallait que ce soit un business à impact. En tout cas, que moi, je considère comme un business à impact. Donc ça, c'est le deuxième élément de mon cycle personnel et de ma réflexion à ce moment-là. Et puis ensuite, il y a l'opportunité. L'opportunité, c'est à ce moment-là, cette entreprise familiale qui est en vente, des fonds d'investissement qui la regardent, qui structurent des équipes de senior advisors pour les aider sur la due deal. Et puis ensuite, le choix d'un CEO qui est fait en accord avec la famille. Et là, écoute, j'ai fait en sorte de me positionner. Et puis, je me suis battue fortement pour être la personne qui remportait les suffrages. Qu'est-ce qui t'a intéressé on le devine en filigrane de ce que tu nous as dit. Mais pourquoi avoir cette niaque pour te si battre tu veux, pour ça moi, je considère, et ça n'engage que moi, c'est très personnel, mais on est sur un échange personnel ici. Donc, il y a beaucoup de subjectivité. Pour moi, Aromazone, c'est la marque de ma génération. Mais une génération après, ça dure combien de temps, j'en sais rien. Mais je crois que c'est la marque qui va façonner considérablement le marché, les usages, et pas qu'en France, pour de très nombreuses décennies. Et on sera probablement amené à en reparler. Donc quand cette marque se présente, c'est pour moi une opportunité unique et je ne peux pas la laisser passer. Et ensuite, j'étais déjà moi consommatrice de la marque et j'étais déjà assez interpellée par des choses que je savais, tu vois, des communautés engagées et puis de ce que je devinais de la mission qui était probablement pas complètement articulée et aboutie à ce moment-là, mais qui se dessinait. Et donc je voyais absolument le potentiel et je voyais ce que cette marque, cette communauté, cet animal pouvait devenir et j'avais très très envie d'en faire partie et de le façonner au premier plan, ouais. Bon, merci pour cette introduction, ce teasing d'Aromazone. On parle de cosmétiques, de beauté, on parle de naturel. À l'origine, Aromazone, ça a été du do-it-yourself. On va revenir là-dessus parce que maintenant, c'est autre chose. C'est une entreprise qui est en train de devenir leader. Avant de parler de sa proposition de valeur, j'aimerais bien que tu nous contextualises le marché sur lequel vous œuvrez. Quelles sont les forces en puissance, comment les consommateurs changent. Qu'est-ce qu'ils attendent, comment on perçoit les nouvelles strates de consommateurs, et puis l'offre, comment elle se structure. On a cité les grandes marques habituelles, leaders mondiales comme L'Oréal. En France, on en possède quand même un grand nombre. Mais la France, c'est un beau pays pour la beauté. C'est un beau pays pour la beauté, c'est beau de le dire comme ça, c'est sûr. Il y a beaucoup d'acteurs, comment ça s'organise, comment la distribution s'organise, bref, comment l'offre et la demande se rencontrent. Alors, c'est une question qui est très dense. Oui. On va essayer d'y aller par petits bouts. Le premier point majeur sur lequel je veux appuyer, c'est à quel point le modèle Aromazone est distinct, probablement très en amont de phase, et lui permet aujourd'hui d'être probablement l'un des plus pertinents. Je te l'expose. Aromazone au démarrage, c'est même pas une proposition de valeur, c'est même pas des produits. Aromazone au tout démarrage, c'est un forum. Tu vas voir pourquoi je démarre par ça. Ces deux sœurs partagent leur amour, leur passion, leur connaissance des huiles essentielles au tournant des années 2000 sur des blogs. Des communautés appétantes s'agrègent et se fédèrent.
Et au bout d'un certain temps, demande à ses sœurs, organisatrices de ce forum, donc les remercie pour la qualité du partage scientifique, et ça c'est très important, la qualité du partage scientifique, parce que c'est aussi ce qui fonde structurellement ce qu'on est aujourd'hui. Il n'y a rien chez nous qui n'est pas mis en circulation, qui n'est pas scientifiquement prouvé, établi ou avec des sources de bibliographie solides. Donc il y a vraiment une grande... on est un référent fort de scientificité. Ces communautés remercient pour le partage de connaissances, mais très rapidement disent, on est au tournant des années 2000, il n'y a pas encore les Biocoop, les Naturalia tels qu'on les connaît aujourd'hui, où est-ce que je peux me fournir ces huiles essentielles et cette matière première sur le marché ? Du coup, s'organise une distribution, puisque au bout de la 5-10 millième itération, les sœurs se disent, il y a un business qui aujourd'hui est béant sur le marché, on va lancer un site e-commerce. Le site e-commerce naît donc de la demande des communautés. Ensuite, petit à petit, pour utiliser ces huiles essentielles, il faut des huiles végétales. Bon, on ne va pas rentrer dans tout le détail, mais c'est comme ça que naissent les autres verticales produits, puisqu'elles sont poussées par la communauté au démarrage pour l'utilisation des huiles essentielles. Puis petit à petit, le catalogue devient très très large en produits bruts non transformés. Et puis ensuite, il y a comment j'utilise tous ces produits entre eux. Ça donne naissance à ce qu'on appelle le DIY, le fait maison, toujours porté par l'élan des communautés. Je continue et je fais exprès parce que c'est pour te montrer à quel point c'est encore vivant aujourd'hui, c'est même le cœur du réacteur. Donc nous on est vraiment dans nos jargons ce qu'on appelle non pas une marque top-down mais une marque bottom-up basée sur l'intelligence collective, l'essor des communautés et l'écoute active des communautés. 2013-2014, toujours ces mêmes communautés disent maintenant c'est formidable, merci pour le site, merci pour l'offre produit, mais aujourd'hui ce qu'on veut c'est des magasins physiques. À ce moment-là, personne chez Aromazone ne s'est dit qu'on allait se lancer en retail. On n'est pas des retailers, on ne sait même pas faire. C'est même pas un métier qu'on maîtrise. On va y revenir plus en détail, mais globalement, comment toi tu peux revenir sur le marché ? Comment tu perçois cette organisation de l'offre et de la demande ? C'est pour ça que j'y arrive. Je trouve que c'est ce qui est complètement révolutionnaire et formidable. C'est-à-dire que nous, si je dois être très caricatural, très, très macro, parce que après on pourra peut-être rentrer dans plus de détails, mais nous, on n'est pas basé sur des études de marché. On n'est pas basé sur nos désirs et nos obsessions personnelles. Personne n'arrive au bureau le lundi en disant « cette année, on va lancer ça ». Notre travail à nous, et c'est un travail d'humilité, c'est un travail d'écoute active de ces communautés. C'est pour ça que je te raconte toute cette histoire organique depuis 2000, ensuite 2005, ensuite 2014, et puis plus récemment 2021, où en fait le moment où j'arrive, quand j'écoute et je passe énormément de temps à lire, alors comment on récupère ces informations ? On les récupère parce qu'en fait nos communautés déjà nous parlent de façon très proactive, mais il y a énormément de points de contact. Il y a le site, il y a le service client, il y a les réseaux sociaux, il y a les NPS, il y a les magasins physiques. Donc en fait, puisqu'on a l'accès direct en fait à la data et aux clients, en fait si on se veut se donner la peine, on récupère un nombre de données et surtout de questions ouvertes et de verbatim, donc de quali hebdomadaires gigantesques. Nous, c'est des milliers de lignes qu'on lit toutes les semaines et qui nous permettent en fait de compiler les grandes thématiques. Mais ce que je veux surtout dire, c'est qu'en fait, en ayant cette approche-là, on ne fait que répondre à des besoins concrets réels de vrais gens, dans la vraie vie. Donc, on n'invente pas des besoins là où il n'y en a pas. Et ça, c'est très important. Je crois qu'on est dans une époque aussi où il faut se poser ces questions d'efficacité, de frugalité, d'utilité. Et c'est pour en revenir à ta question qui est pourquoi ce move pour moi dans cette question de l'impact sociétal, ce qui me va bien aujourd'hui aussi, c'est de me dire que je pense qu'on est une entreprise d'une grande utilité parce qu'on répond à des besoins concrets et qu'on n'est pas là pour inventer des besoins artificiels qui n'existent pas. Et ça, c'est très important. Et je crois que c'est pour ça que nos communautés nous plébiscitent, et d'ailleurs font énormément de plébiscites autour d'elles, puisque le premier levier pour nous de recrutement, c'est le bouche à oreille. Et ce bouche à oreille, quand on essaie de comprendre, c'est très dur, comment fonctionne le bouche à oreille. Une des premières choses qui fonctionne dans le bouche à oreille, c'est qu'on répond concrètement, évidemment de façon naturelle, puisque c'est notre promesse, à des vrais besoins et qu'on est vraiment efficace concrètement à des vrais besoins exprimés par des vrais gens dans la vraie vie
tous les jours. Et ça, c'est très important. Je sais, ça a l'air très caricatural, mais c'est très important de le dire. Non, je conçois complètement que ça soit important. Et pour reprendre le sujet par rapport à la concurrence, vous vous démarquez en ayant cette approche-là. Tout à fait. La concurrence étant plutôt dans l'idée de réfléchir à ce qui pourrait lancer et à marketer le produit qui a été innové pour le rendre séduisant aux yeux des consommateurs. Là, l'approche est différente. Absolument. Et justement, les consommateurs aujourd'hui, de façon globale, comment tu perçois leurs besoins? Est-ce qu'ils sont différents selon les catégories d'âge, selon les pays, selon... Alors, moi, je vais te parler... je ne sais pas quel critère, donc, en fait. nous, je vais te dire ce qu'on voit, nous, et encore une fois, je reste modeste puisque je te parle de notre communauté à nous, mais qui est une sacrée communauté, puisque oui, en France... quand même une vision de tes années passées ailleurs. Oui, mais là, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe, selon moi, aujourd'hui. Ouais. Et puis, on a une sacrée communauté, puisqu'aujourd'hui, c'est 2 millions de consommateurs actifs en France. Donc, c'est probablement une des plus grosses communautés aujourd'hui engagées en beauté. Ce qui se dégage, c'est un besoin de sécurité, d'efficacité, de naturalité. La volonté de se dire aussi qu'on achète de façon plus raisonnable, donc avec des produits qui ont un impact le moins négatif possible. Nous, je reconnais qu'il y a quelque chose, tu vois, qui est une obsession vraiment de nos communautés aujourd'hui, c'est... Ils veulent plus de surpackaging, ils veulent plus de boîtes, de cartons, de papier, de coffrets, de trucs comme ça. Donc nous, effectivement, aujourd'hui, on a un tout petit dénominateur commun qui est le flaconnage, mais c'est tout. Il n'y a pas de boîte, il n'y a pas de surpack, etc. Et c'est vraiment une obsession, absolument. Il y a du vrac dans nos points de vente physiques. Et puis, il y a cette démonstration qu'on est en train de faire qui nous est demandée par la communauté, certaines, parfois, niches de notre communauté, mais qui ensuite deviennent le mainstream, qui est l'éco-recharge. L'éco-recharge, c'est quelque chose qui existe dans beaucoup de marques depuis longtemps, mais qui finalement ne fait pas la démonstration du passage à l'échelle. Ce n'est pas ce qui se vend le plus dans les marques. Nous, aujourd'hui, typiquement, au sein de notre catégorie des sérums, on aura vendu plus de 2 millions d'éco-recharges en France. Donc, on est en train de faire la démonstration du passage à l'échelle de cet acte, qui est l'acte de recharger son produit initialement acheté. Et on en est extrêmement fiers, et ce n'est qu'une étape, et on veut vraiment le passer à l'étape supplémentaire. Donc, pour en revenir à ce que nous disent nos communautés aujourd'hui, elles nous disent, elles veulent. Donc, elles ont des vrais sujets, des vrais besoins. Elles ne veulent pas qu'on sorte de ça. Elles veulent déjà qu'on les résolve, qu'on y réponde intelligemment. Deuxièmement, elles veulent qu'on y réponde en naturalité, en sécurité, en efficacité. Ensuite, elles veulent acheter un peu plus responsable, donc ce qu'on vient de couvrir. Et puis, évidemment, elles veulent qu'on réponde à tous les budgets, donc qu'on soit le plus inclusif possible. Et nous, c'est ce que notre modèle, et on en parle dans un instant probablement, nous permet de faire. C'est vrai qu'on est capable de proposer cette qualité de produit, cette qualité de traçabilité, cette qualité d'efficacité à des prix qui sont à chaque fois quasiment les prix d'entrée du marché sur toutes les catégories que l'on sert. L'autre chose que nous disent nos catégories, ce qui est, nos communautés, qui est très intéressant, et ça c'est, je pense, peut-être un peu l'épiphanie quand je suis arrivée, en rentrant dans le détail et en lisant les verbatims, c'est qu'en fait, ils nous disent on a immensément confiance dans qui vous êtes, dans votre mission, dans votre charte de formulation. Et du coup, on veut que vous nous accompagniez dans tous nos moments du quotidien. On veut que vous nous accompagniez sur du bien-être, mais aussi sur de la beauté, sur du capillaire, sur de la peau, sur de l'entretien ménager. On a même une catégorie entretien ménager qui est en forte croissance. Et puis de nouvelles catégories, comme typiquement la nutrition. Ils nous demandaient de lancer des compléments alimentaires, des super aliments que nous n'avions absolument pas au catalogue. Nous n'avions rien il y a 18 mois. Aujourd'hui, c'est déjà une catégorie qui a plus de 10% de notre chiffre d'affaires porté par la communauté. Et pour te l'illustrer également, cette communauté, aujourd'hui, elle nous demande du maquillage, par exemple, qui est une catégorie qui n'existe pas chez nous, du maquillage naturel. Elle nous demande aussi, et ça je te le dis, et je le dis parce que je trouve ça amusant, parce que
quiconque ferait du marketing ne pourrait pas arriver à une telle conclusion, puisque dans nos cerveaux traditionnels du bien-être et de la beauté, ça ne peut pas cohabiter sous le même toit. Nos communautés aujourd'hui, par exemple, nous demandent de nous occuper de leurs animaux domestiques. C'est hyper intéressant, on va revenir sur le détail. Mais ce que je comprends peut-être, en résumé, c'est que les consommateurs aujourd'hui, et tu vas quand même me répondre sur les tranches d'âge et puis sur le genre de consommateurs. Bien sûr. Ils cherchent de l'authenticité. De la sincérité. De la sincérité. Le mot, c'est sincérité, de la sincérité dans les produits qu'ils consomment. Est-ce que ces produits-là sont arbitrés? On parle d'inflation en ce moment, tu vois. Est-ce ils donnent lieu à des arbitrages ou pas de la part des consommateurs. Écoute, moi, ce que je lis la presse comme toi, je vois qu'il y a une baisse des volumes et des arbitrages qui se font. À date, chez nous, on voit plutôt l'inverse. On voit plutôt des consommateurs qui ont démarré par une catégorie produit et qui aujourd'hui en achètent 3, 4, 5. Donc qui, en vérité, sont en train de basculer une grosse partie de leur lifestyle intégralement au sein de notre écosystème. Ça veut dire qu'ils abandonnent des marques précédemment utilisées. J'imagine. Pour arriver sur les produits. L'arbitrage, il se fait entre les marques. Alors, il y a, je pense, ça, tu as raison. Et je pense qu'il y a un deuxième élément, c'est qu'on est aussi en train d'éduquer des consommateurs qui n'étaient pas forcément des adeptes de certaines catégories à y entrer. Par la qualité et le prix. Exemple, on se rend compte dans les questionnaires qu'on a pu mener proactivement au sein de nos populations qu'on a des premiers entrants dans le marché de la nutrition et des compléments alimentaires. Des clients qui n'en utilisaient pas, qui n'avaient pas découvert ces catégories ailleurs sur le marché et qui, parce que cela a été créé au sein d'Aromazone, qui est leur marque de référence, sur lequel ils pouvaient acheter des huiles essentielles ou des sérums, par exemple, eh bien, se sont mis à découvrir la catégorie nutrition. Donc, je pense qu'il y a les deux effets. Il y a un effet éducatif, ouverture à d'autres verticales. Et puis, il y a un effet probablement, de transvase d'ailleurs et d'achat plus large chez nous sur toutes les catégories du quotidien, lifestyle, beauté, bien-être. Comment s'organisent les choses entre les hommes et les femmes ? Alors, parce la que data. Non, mais ce que je te disais par là, c'est que avant qu'on ne commence l'enregistrement, je te disais que j'étais pas un gros consommateur de cosmétiques et de beauté, pour pas dire autre chose, que je suis agnostique et vierge de tout jugement sur le marché, sur les marques. Je le disais en introduction. À l'échelle mondiale, c'est 67, quasiment 70% de femmes qui achètent ça. Les hommes achètent de plus en plus. Mais quelle est cette réalité ? Écoute, moi, mon expérience, mon métier, depuis toutes ces années, m'a plutôt fait effectivement toucher du doigt. Alors, même tes stats, elles sont très grandes, en fait. 30% d'hommes, c'est énorme. Ça inclut probablement l'hygiène. Donc, voilà. Je te confirme. Donc, sur la beauté, si tu retires l'hygiène, c'est bien inférieur. Moi, j'ai toujours eu... 5-10 ? Oh oui, max 5. Enfin, on est... Voilà. Aromazone est déjà un ovni en soi, puisque chez Aromazone, on est à plus de 20. Et ça, aujourd'hui... Ah, c'est étonnant. Ah ben oui, mais parce que on n'est pas de la beauté stricto sensu. On est du bien-être, on est aussi de l'hygiène... donc tu surperformes le marché par rapport à ça pour la catégorie homme. Complètement. Enfin, en tout cas, la pénétration d'hommes chez nous est déjà quasiment à 20%, et ça, on le voit grâce à nos fichiers clients, puisqu'on possède la data. Et ensuite, je t'invite à te déplacer dans un point de vente physique à Aromazone. On va en parler. Et là, c'est très amusant, parce que tu te rends compte qu'effectivement, il y a énormément d'hommes qui proactivement font l'acte d'achat et les produits ne sont pas achetés par des femmes pour les hommes uniquement. Après, la data masquée aussi, que tu vois, que j'ai pas en tête, il faudrait regarder les achats orchestrés par des femmes dont le panier contient des produits pour les hommes, parce qu'à mon avis, ce 20% qui aujourd'hui est de la data purement masculine, elle est en fait très supérieure si on était amené à faire cette étude-là. Ouais, les femmes sont prescriptrices des produits pour les hommes. Les tranches d'âge, qui est plus ou moins sensible à la sincérité, qui est le mot que tu as utilisé,
qui définit le type de produits cosmétiques et beauté que tu vends. Est-ce que c'est aussi vrai chez les plus jeunes que chez les moins? Comment ça fonctionne? Est-ce que tout le monde cherche la même chose? Écoute, là pareil, c'est une autre épiphanie. On a tous été un peu biberonnés aux cibles. Aromazone, c'est un ovni intergénérationnel. C'est une marque totalement universelle. Pour te l'illustrer concrètement, encore une fois, je t'invite à passer du temps dans un magasin. Il y a tout le monde, et je pense une photographie probablement assez représentative de la population française dans un magasin Aromazone. Tu vas avoir des très jeunes, tu vas avoir des plus âgés, tu vas, comme on l'a dit, avoir des hommes, des femmes, tu vas avoir toutes les couleurs de peau, toutes les textures de cheveux. On est une photographie vraiment de la population. Moi, ce que je peux te dire, donc, on ne capture pas l'âge, donc je ne suis pas capable de te parler de data à ce stade. Par contre, ce qu'on voit, c'est que on est effectivement très bon sur certaines catégories qui, en général, sont surpondérées sur des populations plus matures, par exemple les huiles essentielles. Et on est première marque en France sur TikTok, qui est clairement un média très jeune. Donc en fait, on fait totalement le grand écart. Et donc ma réponse à ce sujet, c'est qu'on est totalement transgénérationnel. Et qu'on est probablement un des premiers modèles, et c'est super intéressant. Alors, pas le premier, il y en a, tu vois. Je pense que Decathlon est un bon exemple, par exemple, de transgénérationnel. Mais on est une marque totalement transgénérationnelle et universelle. On est en tout cas en beauté, probablement aujourd'hui, ce qu'il y a de plus universel en termes de reach. Sur le marché et d'appétence, voilà. Un autre point peut-être pour illustrer ta question, que je trouve cependant intéressant, c'est que ce qu'on voit depuis quand même quelques années, et ça je le voyais déjà dans mon ancienne vie, en termes de prescription, la prescription vient quand même de, on dira, pareil, c'est des gros clichés, enfin c'est des très macro, mais vient soit des experts, donc des gens très experts sur des niches, des verticales, des produits, des métiers, qui sont les gens avec lesquels nous on travaille énormément, parce que voilà, on est une marque d'expertise avec énormément de verticales très précises. Et puis la prescription vient aussi beaucoup des jeunes, qui en fait paradoxalement sont informés, très intelligents en fait. Ils veulent vraiment comprendre ce qu'il y a dans les produits, quelles sont les formulations, ce qui compose les produits. En fait, en gros, ils savent lire les étiquettes, ce qui n'était absolument pas notre cas et ce qui n'était absolument pas le cas de notre génération. Et eux, du coup, mettent énormément de pression justement à ce sujet dont on se parlait de sincérité finalement, hein, et de dosage. Qu'est-ce qu'il y a pour de vrai dans mon produit? Est-ce que j'en ai pour mon argent? Est-ce que j'en ai est-ce que ça va être suffisamment efficace par rapport à ce que je paye? Et je crois que ça, c'est un grand switch, même sociétal en fait, très intéressant. Bon, merci pour tous ces éléments d'explication, cette vision que tu as, cette connaissance du marché que tu peux nous partager. Je voudrais qu'on revienne quand même un peu plus en détail sur Aromazone. On a compris l'histoire, la création, tu nous l'as expliqué. Il y a un turning point en 2021 avec la revente de la société à un fonds, je crois que c'est Eurazeo, hein, si je ne dis pas de bêtises, ton arrivée de façon concomitante à la direction de l'entreprise. Aujourd'hui, comment tu l'as défini? C'est quoi le pitch en quelques mots? Et après, on ira dans le détail. Oui, alors, parce que tu l'as compris, on est un modèle finalement protéiforme et complexe, mais de façon très simple, on a une mission. Je crois qu'il faut toujours revenir un peu à ta raison d'exister, tu vois. Qu'est-ce que tu apportes au monde? Nous, on démocratise un mode de vie au naturel. Démocratiser, c'est un mot qui est très important parce que clairement, on voit aujourd'hui qu'on est attendu partout et qu'on peut aller partout. Et quand je dis partout, c'est tous les foyers, c'est toutes les géographies. Voilà, si je devais être extrêmement simple dans la façon d'exprimer notre raison d'être. Cette raison d'être, elle a été redéfinie au moment du changement de propriétaire de l'entreprise. Et est-ce qu'elle a aussi pour mission sous-jacente
le passage à l'échelle? Je pense qu'elle n'a pas été redéfinie à proprement parler. Elle a toujours été là. Elle n'était peut-être pas formalisée, articulée. Les entreprises, et d'ailleurs même nous aujourd'hui, tu sais, je ne fais pas la maline. On reste une petite entreprise entrepreneuriale. On n'a pas forcément le temps de passer des itérations et des itérations à réfléchir. Une petite entreprise, quand tu dis c'est une petite entreprise, globalement, vous êtes combien on est 400 aujourd'hui, 400. Mais on est clairement en hypercroissance, donc on est une entreprise qui va vite. Je pense que ça a toujours été l'ambition et la volonté des sœurs, qui était vraiment d'apporter le meilleur au plus grand nombre. C'est juste que les champs d'action se sont démultipliés, puisque, comme tu le disais toi-même, c'était au démarrage des huiles essentielles, des produits bruts non transformés et du fait maison. Et qu'en fait, l'étape d'après, ça a été juste d'écouter les communautés, pas d'inventer artificiellement autre chose, mais juste ces communautés qui disaient « ces produits-là que nous connaissons déjà et ces usages-là sont formidables. Merci pour la charte de formulation, merci pour la qualité, merci pour l'efficacité, merci pour l'accessibilité prix, merci pour l'engagement écologique. » Mais maintenant, en fait, on le veut partout, systématiquement, dans tout. Et puis des femmes qui d'ailleurs même nous disaient « je faisais de la cosmétique maison parce que j'avais pas d'enfants, je n'ai plus le temps. » J'ai fait beaucoup de cosmétiques maison pendant le Covid parce que j'avais du temps. Je n'ai plus le temps. Donc, s'il vous plaît, permettez-moi de continuer cet acte d'achat Amazon de façon plus large. C'est comme ça que se sont définis des produits finis, prêts à l'usage, qui font gagner du temps, mais toujours avec la charte de formulation, la traçabilité, l'impact écologique, etc., ce qu'on vient de dire, l'efficacité, la sincérité de l'approche, etc., et le prix. Et puis, des nouvelles verticales dans lesquelles nous n'étions pas, mais sur lesquelles nous étions attendus, puisqu'en fait, ils veulent retrouver, si tu veux, la promesse Aromazone, ils veulent la retrouver au sens large dans leur vie du quotidien. Et c'était ça, en fait. Ça n'a pas été... quand je te dis ça a été une épiphanie, c'est qu'il a fallu passer du temps à bien écouter les cohortes, à bien écouter les verbatims. Mais en fait, ça n'a été que la traduction et la mise en musique, encore une fois, de besoins réels, concrets, du quotidien, et on n'a rien inventé. Comment on traduit ça concrètement dans le business? J'aimerais qu'on rentre un peu derrière ce qu'on ne voit pas. Le business, c'est bien, on raconte des choses, on voit des choses sur un site internet, mais derrière, comment c'est distribué, comment c'est fabriqué, où c'est fabriqué? Est-ce qu'on peut aller un petit peu en détail pour qu'on comprenne bien Alors nous déjà, on a une autre spécificité, c'est que donc typiquement, donc nous on est fabriqué en France. Tu l'as dit en introduction, je crois, notre entreprise elle est vauclusienne. On a 2 sites dans le Vaucluse. On a le siège, laboratoire, centre de production. Pour faire simple, qui est à Cabrières d'Avignon, donc au pied de Gordes, le territoire historique des plantes aromatiques. Voilà, donc c'est magnifique. Et là, c'est un premier point très important puisque c'est là où il y a le laboratoire. Nous avons un laboratoire intégré avec des équipes dédiées de R&D. Nous, on n'achète pas sur le marché des choses existantes. On les formule nous-mêmes. On a notre charte de formulation. Et ça, c'est très important parce qu'au final, il n'y a pas tant de laboratoire que ça existant. Et c'est un laboratoire interne. Et ensuite, on a un deuxième site dans le Vaucluse qui est à Châteauneuf-de-Gadagne, plus proche d'Avignon, qui est notre site d'expédition. Expédition de commandes e-commerce et de livraison pour nos magasins physiques, puisque nous avions assez peu de magasins physiques jusqu'en 2021 et nous en avons aujourd'hui 17. Et nous continuons notre expansion dans les années qui viennent, toujours avec la même dynamique. Cyril, on n'invente rien. La demande des communautés qui nous demandent d'arriver dans leur ville. Alors on ne pourra pas aller partout parce que c'est beaucoup de travail opérationnel que d'ouvrir un magasin, mais on essaie au maximum, d'ailleurs on se fait engueuler parce qu'on ne va pas assez vite, d'ouvrir les magasins là où ils sont attendus sur le territoire. Et justement je vais rebondir, je vais prendre la balle au bon parce que les magasins je l'ai visité, alors j'en ai visité un, celui du boulevard Haussmann à Paris, qui fait vivre une expérience auquel on ne s'attend pas. Et quand on rentre dedans, déjà c'est grand. Tu vas nous parler de la façon avec laquelle est organisé l'espace de vente, parce qu'il a une singularité, c'est qu'il y a un atelier. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon mot. Bien sûr, c'est comme ça. Oui, absolument. Parle-nous de tout ce concept de vente
physique. Pourquoi il y a un atelier? Parce que véritablement, quand on découvre ce lieu, on se dit il y a quelque chose d'inattendu, on est dans une expérience nouvelle. Alors, ce sont des magasins qui, effectivement, sont de bonne taille. Après, en vérité, aujourd'hui, il faudrait qu'ils soient beaucoup plus grands même que la taille. C'est quoi de bonne taille? 250, 300? Ils ont une taille entre, on va dire, 180 et 300 mètres carrés. Mais on se rend compte que dans beaucoup d'endroits, c'est en fait insuffisant. C'est trop petit. Il faudrait que ce soit plus grand. Il y a effectivement un parcours d'achat qui essaie d'être le plus simple possible pour le plus grand nombre, parce qu'on a des populations diverses, on a des populations très expertes et on a des populations nouvelles. Qui s'y retrouvent pas aussi facilement. Donc on a des espaces aromathérapie, produits bruts non transformés, produits finis. Et au sein des produits finis, on essaie en fait de les catégoriser par soins de la peau, sérum, capillaire, soins du corps. Ensuite, on a nos espaces nutrition. Donc voilà, on essaie d'over-simplifier au maximum parce que effectivement on a une offre complexe. L'offre totale à Amazon, c'est plus de 2500 références et en magasin on est pas loin d'avoir 1800 références actives, donc c'est en fait une espèce de one-stop shop santé, bien-être, beauté au sens large, et donc c'est très important pour nous que de simplifier et de guider les gens au maximum. Ensuite, pour en venir à ton point précis de l'atelier il fait écho à l'origine de l'entreprise, qui est une entreprise, je te l'ai dit, avec un fort savoir scientifique et une forte transmission de ce savoir. Ça se justifiait énormément dès le démarrage parce que c'était la transmission de l'utilisation des huiles essentielles et ensuite la fabrication maison avec le DIY que finalement très peu de gens maîtrisaient, connaissaient, etc. On a aujourd'hui plus de 3000 recettes actives sur notre site, beaucoup qui sont mises à disposition dans nos ateliers et plus de 10 millions de combinaisons qui ont été validées d'un point de vue réglementaire et toxicologique. Donc tout ça a été très balisé et c'est de là d'où est né l'atelier. Si je dois projeter cette histoire de l'atelier, qu'est-ce qu'elle dit, l'atelier? Elle dit qu'il y a une demande immense de conseils, au sens large, pour des huiles essentielles, pour du DIY, mais pas que, pour du capillaire, pour de la peau, pour de la nutrition. Et en fait, aujourd'hui, nous, ce qu'on voit se dessiner dans nos magasins physiques et même quand nos clients s'adressent à nous sur nos différents points de contact, même pour l'expérience du site e-commerce, aujourd'hui, ils veulent qu'on les accompagne. Déjà, qu'on les connaisse plus personnellement, donc qu'on arrive à vraiment avoir un maximum d'informations qualifiées sur leurs besoins et qu'on soit capable d'y répondre de façon très personnalisée. Donc en fait, les prochaines étapes de ça, et on est en train évidemment d'y réfléchir, parce que nous, comme on se le dit depuis le début, notre mission, c'est de répondre à des besoins concrets et d'y répondre intelligemment et puis le plus rapidement possible, parce que je te dis, nos communautés sont très pressantes là-dessus, elles veulent qu'on leur apporte des solutions et pas dans 5 ans. Ça va être de les prendre en charge le plus individuellement possible dans nos points de vente physiques, mais également online, et d'arriver avec de l'hyper-personnalisation de plus en plus. C'est ce vers quoi se dirige le modèle aujourd'hui, sous pression des communautés. Avec donc une convergence de l'expérience entre le physique et le online. Par exemple. Ça va dans le sens de l'histoire, justement. Quelle est la part des ventes online dans la presse, dans ce qui est possible de lire et public, même si ça date un peu, j'ai lu que ça représentait 75% du chiffre d'affaires. Ouais, c'est un peu moins aujourd'hui. C'est un peu moins aujourd'hui. On est autour de 55 sur le e-commerce. Donc il y a un rééquilibrage fort qui s'opère. Il y a un rééquilibrage, mais avec un e-commerce en hyper-croissance, cependant. Donc c'est vraiment une question de mix. Ouais, mais exactement. Mais il y a un équilibrage. Et on reste, je ne veux pas te dire de bêtises, mais il me semble qu'on est le 2e ou le 3e site e-commerce en beauté en France aujourd'hui. D'accord. Donc mais il y a un rééquilibrage effectivement qui s'est fait avec des magasins physiques où on a répondu aux demandes de la communauté pour aller à leur rencontre et puis leur proposer justement toute la dimension sensorielle de la découverte des produits, mais aussi du conseil. Justement, c'est une bonne passerelle pour arriver sur les sujets du CRM, de la data, de l'acquisition, de la fidélisation, bref. Comment vous prenez soin de vos clients, même si elles sont majoritairement des clientes, comment on fait pour continuer à raconter l'histoire, puisque comme
tu le précisais très justement, à l'origine, Aromazone est avant tout un contenu et donc une communauté. Et en ça, c'est une marque qui est singulière et qui se différencie des autres. J'imagine, et c'est bien de toujours mettre le consommateur au centre des intérêts et de conclure un peu notre entretien sur justement le consommateur. Comment on fait avec ces challenges qui sont peut-être un peu plus forts que pour d'autres marques? Oui, et à la fois, il ne faut pas surcomplexifier. Moi, j'aime beaucoup, et après je réponds à ta question, bien sûr, Cyril, mais je crois qu'il faut, et c'est pour ça que j'aime beaucoup les messages simples. Parce que déjà, si on n'est pas simple dans ce qu'on doit réaliser, on n'est pas simple dans son exécution. Nous, on ne va pas changer notre obsession historique, qui est, donc tu l'as compris, l'écoute active et la mise à disposition divers et variés de services, de produits, d'outils liés à cette écoute active. Les magasins sont nés de l'écoute active. La refonte du site est née de l'écoute active. Les produits que nous lançons ne sont liés que de l'écoute active. Et en même temps, l'extraordinaire satisfaction en parallèle du client. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut que systématiquement, les interactions qu'il ait pu avoir avec nous lui donnent le maximum de satisfaction possible. Et c'est d'autant plus important pour nous que notre modèle est basé sur beaucoup de bouche à oreille. Donc, un client satisfait, il va en parler à 5 personnes. S'il n'est pas content, il va en parler, il va plutôt même en détruire 5 autour de lui. Donc, tu vois, déjà, notre modèle, c'est véritablement ça. Et ça, il ne faut pas qu'on le dénature. Et déjà, ça, le faire bien, avec une obsession artisanale du travail bien fait sur ces deux éléments-là, je crois que déjà, c'est notre boussole. Donc, pour répondre à ta question, là où d'autres doivent s'inventer dans l'écoute active et la satisfaction, parce qu'en fait, c'est beaucoup d'entreprises qui ont toujours été intermédiaire. Quand tu vends tes produits à un distributeur, t'as pas l'écoute active, c'est pas toi qui reçois les retours du service client. Voilà, exactement. Puis mais même t'as pas de notion même de satisfaction réelle du client. Moi, je le voyais dans mon ancienne vie. C'était assez étonnant d'ailleurs. C'est quelque chose qui n'est pas traité par les marques à proprement parler. Donc nous, déjà, on a une avance colossale sur ces deux éléments que sont l'écoute et se mettre systématiquement tout le temps au niveau. Et en fait, ça met une espèce de pression sur les rôles, les process, les modèles, les outils, qui fait que, en fait, j'ai envie de te dire, pardon, de simplifier à l'infini, mais juste, on doit continuer à être les meilleurs, absolument les meilleurs, et être totalement obsédé par ça, et continuer à le faire bien, et ce sera déjà absolument formidable. Tu vois, on n'a même pas besoin de réinventer la roue. Par contre, comment tu ne déçois pas et tu restes fidèle à ta mission. Moi, aujourd'hui, c'est ça, totalement, mon obsession. Ok, ça me paraît une obsession louable et légitime. Comment vous l'animez, cette communauté ? Est-ce que les réseaux sociaux sont un outil privilégié pour prendre la parole ? Est-ce que vous avez plutôt des prises de parole traditionnelles au travers des newsletters? Quel est le rôle des conseils en point de vente pour aussi l'animer? Aujourd'hui, quand on fait, pour un petit peu cadrer, quand on fait des exit surveys et qu'on demande aux gens comment ils nous ont découvert, à plus de 50%, c'est le bouche à oreille. Tu vois, c'est compliqué à définir ça, le bouche à oreille. Et après, je rentre dans le détail. Ensuite, c'est en général par le SEO. Et puis ensuite, on va dire, c'est l'influence. Et ensuite, on va dire, c'est les magasins. Voilà. D'accord. Donc, déjà, ça permet d'avoir des grosses patates, tu vois, et de savoir un petit peu où tu mets le poids du corps. Donc, le bouche à oreille, c'est très complexe, parce que comment tu organises du bouche à oreille ? C'est pour ça que je reviens, et je sais que tu dois te dire c'est un peu très 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 macro, mais je reviens à ce que j'ai dit précédemment. Nous, on croit qu'on va continuer à finalement alimenter du bouche à oreille si on ne se trompe pas de mission. Si on continue notre mission, qui est la démocratisation d'un mode de vie naturel,
qui est la prise en compte de véritables besoins non adressés par le marché de façon naturelle, en toute efficacité, surdosage des formules, impact sociétal et meilleur prix. On ne change pas ce modèle, il fonctionne. Et si, en parallèle, on essaie de s'améliorer en continu pour qu'il y ait le moins de friction possible, évidemment, dans les points de contact avec le client. Donc ça, c'est le bouche-à-oreille. Ensuite, sur la dimension de comment, à un moment, de plus en plus de gens se mettent à parler de toi, je crois qu'il y a à la fois ce que tu peux orchestrer comme marque et puis à la fois ce qui correspond à l'époque. Il y a un moment... le monde change et quelque part, tu deviens représentatif d'une nouvelle façon de voir le monde. Je pense que c'est peut-être aussi ce qui est en train de se passer. Je te disais tout à l'heure, des nouvelles communautés plus éduquées, qui lisent les étiquettes, qui regardent les dosages, qui cherchent cette sincérité d'approche et qui finalement, trouvent leur compte dans une entreprise comme la nôtre, comme d'autres aussi, hein, mais comme la nôtre. Et nous, notre approche typiquement de l'influence, elle est au démarrage pas très structurée, puisqu'au démarrage, c'est plutôt des très fans de la marque qui nous contactent en nous disant voilà, on aimerait peut-être travailler avec vous de façon plus systématique. Donc on discute, on regarde, on travaille. Donc ça, c'est les premières cohortes d'influence. Ensuite, il y a une volonté très forte chez nous de travailler avec des experts sectoriels, ce qui n'est pas forcément le cas toujours dans les métiers de la beauté. Nous, on a des sages-femmes, des naturopathes, des kinés, des aromathérapeutes, parce que voilà, c'est tous nos métiers. Donc, on s'adresse aussi, et parfois, c'est d'ailleurs des toutes petites niches de gens, mais très importante et très influente, mais sur des toutes petites verticales, et c'est cette démultiplication. C'est ce qu'on appelle la micro-influence. C'est de la micro-influence et qui, du coup, démultipliée derrière, fait un matériau, et puis un matériau vraiment intéressant, puissant, profond, parce que vraiment, j'insiste là-dessus, on a une obligation de pédagogie et de scientificité. Et puis ensuite, il y a tout l'organique. En fait, il y a, et nous, on est vraiment une grande démonstration de alors ce qu'on appelle le user-generated content. Hein. On n'est pas marque numéro 1 sur TikTok parce qu'on l'a décrété. On l'est malgré nous parce que des dizaines de milliers de gens, tous les jours, parlent de nous par eux-mêmes. Avec des avant-après, des démos, des tutos, et puis voilà, des découvertes, des tips. On est aussi à une époque où les gens aiment se donner des petites astuces d'usage. Donc ça, c'est clairement ce qui nous dépasse. Et je crois que c'est intéressant parce qu'en fait, on le voit, beaucoup de communautés, de groupes, de conversations autour de nous qui s'organisent, qui se structurent, dans lesquelles on n'est absolument pas actif. Donc tu vois, c'est très marrant. Je pense qu'il y a évidemment une dimension que en tant que marque, que tu peux organiser, orchestrer, structurer. Il y en a une autre qui te dépasse. Mais en fait, la véritable influence et le vrai travail des communautés, malheureusement, et c'est peut-être pas la conclusion à laquelle tu voudrais arriver, mais je pense qu'elle mais tu vois, je pense qu'elle s'organise pas. En fait, il faut lâcher prise. Et c'est pour ça que je reviens toujours systématiquement et que j'insiste sur c'est quoi ta mission dans le monde en tant que marque, quelle est ton utilité. Et si ça tu le fais bien, tu peux imaginer qu'une partie de cette conversation qui s'orchestrera malgré toi. Parce que toi, ton obsession et ton focus en tant qu'organisateur et structurateur de marque, c'est l'obsession de l'écoute, de la qualité, de la mise à disposition des meilleurs produits, avec le moins d'impact écologique négatif possible, et avec la plus grande inclusivité. Et j'insiste là-dessus, parce que ça, je crois que c'est aussi un très grand angle mort. Ça fait des années qu'on nous parle d'inclusivité. L'inclusivité, ça a été un gros levier d'écoute, de réveil des marques. Mais la première inclusivité, elle est économique. Tu peux le prendre par tous les bouts. L'inclusivité, elle est avant tout économique et sociale. Donc voilà aussi pourquoi je crois qu'aujourd'hui, on rencontre une forme de plébiscite.
Merci Sabrina pour cet échange. On est encore au mois de janvier, il est temps de souhaiter plein de choses. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Aromazone pour 2024 et peut-être même plus ? Nous, en tant que communauté Aromazone, il faut sincèrement nous souhaiter que cette aventure, qui est une aventure formidable, entrepreneuriale française et des régions, continue. Et qu'on soit capable, et je crois que c'est ce qu'on a en tête. Je pense qu'on va devenir un champion européen, issu des territoires, dans un métier comme la beauté, tu l'as dit toi-même en préambule, qui est une très très belle aventure française, la beauté, et pas que la beauté d'ailleurs, le bien-être. Et puis ce sera formidable que de se dire que on créera énormément de valeur dans le Vaucluse. Bon, et écoute, merci Sabrina, merci au One-to-One Retail e-commerce de Monaco pour le support apporté à cet épisode. Merci à vous tous, auditeurs fidèles. Merci pour les messages que vous m'envoyez. N'hésitez pas à m'en envoyer davantage si vous souhaitez faire participer des gens de votre entourage que vous souhaitez, que vous considérez comme étant légitimes. Si vous souhaitez joindre Sabrina, vous pouvez le faire, j'imagine, via LinkedIn. Bien sûr. C'est le meilleur des moyens. Et puis, encore une fois, merci à vous. Merci Sabrina. Et puis, je te dis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.